Un économiste doit d'abord ne pas penser à l'économie. Et le drame des économistes, et surtout des économistes français, les anglo-saxons sont moins, comment dirais-je, moins polarisés que les Français. Il y a une peur en France d'approcher du politique. Il y a l'économie, il y a le politique, les économistes se méfient des politiques et les politiques des économistes. Alors je précise tout de suite que si l'économie peut avoir une influence même majeure sur l'économie, sur le politique, pardon, il suffit que le politique soit désagrégé pour que l'économique vole en éclats. Le Rwanda est présenté comme le nouveau Singapour de l'Afrique. Le Rwanda est présenté comme un pays qui est en train de faire exploser toutes les statistiques, etc. C'est vrai. C'est vrai, le Rwanda est un pays en pleine mutation, c'est un pays qui est en train de connaître un boom économique tout à fait extraordinaire, mais c'est un pays d'une fragilité extrême. 50% du budget provient de l'aide internationale. L'aide internationale qui est essentiellement déversée parce que le régime a réussi à culpabiliser l'opinion mondiale à propos du génocide. Donc, si vous voulez, c'est une sorte, entre guillemets, ce que certains ont appelé, une sorte de rente génocidaire que reçoit le régime de Kigali. Et les 50 autres pourcents proviennent du pillage des ressources du Congo, du Kivu et toute la région périphérique du Kivu. Imaginons deux choses. Un, qu'il y ait un retour d'un pouvoir relativement fort en République démocratique du Congo et que Kinshasa réussisse à reprendre le contrôle du Kivu et de ses provinces orientales. Le Rwanda perdrait du jour au lendemain 50% de ses revenus. Et imaginons qu'il y ait une révolution au Rwanda, imaginons que l'histoire officielle du génocide soit écrite d'une manière ou d'une autre, et qu'il ne soit pas forcément favorable au sens de l'histoire officielle telle qu'elle est décrite et avancée par le régime de Kigali, eh bien le Rwanda n'existerait plus. Donc investir au Rwanda, oui, mais attention, c'est un pays fragile. Laissons le Nigeria aux très grands groupes qui ont les reins assez solides pour passer par-dessus tous ces problèmes d'insécurité, de corruption, etc. Le Nigeria est un pays fragile. Le Nigeria, c'est une grande Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été divisée en trois, un nord et deux sud. Le Nigeria est divisé en trois, un nord et deux sud, de plus en plus un nord et un sud. Les richesses sont au sud, les populations les plus nombreuses sont au nord. Nous sommes dans un problème très clair. Le Nigeria a des problèmes face à lui. Alors, pour ce qui est de l'extraction du pétrole, peut-être moins, parce que le pétrole est souvent en offshore, donc il peut échapper à ces contingences, mais l'économie du pays elle-même et l'investissement au Nigeria est un investissement excessivement dangereux. Le chef d'entreprise qui va se risquer au Nigeria a intérêt à prendre de très 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 grandes garanties et dans tous les domaines. La Côte d'Ivoire, avec les échecs des investisseurs, prenons l'exemple, puisque l'île Maurice était concernée, des investissements sucriers. Quand les investisseurs sucriers mauriciens sont allés investir en Côte d'Ivoire au moment, à la veille des grands événements, dans la méconnaissance totale du dossier, en se basant uniquement sur les statistiques, Côte d'Ivoire, pays d'avenir, etc. S'ils avaient simplement lu mes travaux, eh bien, ils n'auraient pas investi à ce moment-là, parce que nous savions que la Côte d'Ivoire était au bord de l'explosion. Les pays qui ont, à mon avis, les plus grandes potentialités sont assez nombreux. Alors, si nous partons du nord, l'Éthiopie. Moi, j'ai une grande confiance dans l'Éthiopie, avec les immenses projets hydroélectriques qui sont en cours, mais il y a un problème géopolitique. L'Éthiopie est un pays enclavé, et l'Éthiopie a sur sa façade l'Érythrée qui va tout faire pour déstabiliser l'Éthiopie. Et c'est une querelle fratricide entre les mêmes, ce sont les mêmes, les Tigréens des deux côtés, et une lutte fratricide entre le petit Érythrée qui jalouse l'immense Éthiopie. Alors le petit Érythrée est assez rassemblé autour d'un grand ensemble ethnique, alors que l'Éthiopie est fragmentée en une grande mosaïque ethnique. Mais la nouvelle constitution éthiopienne est une constitution qui semble avoir dépassé ce stade ethnique. Dépassé qui semble, je ne m'engage pas davantage. Si l'Éthiopie surmonte ces crises actuelles, si l'Éthiopie réussit d'une manière ou d'une autre à retrouver un accès à la mer, l'Éthiopie va devenir la grande puissance de cette partie de la Corne de l'Afrique. La Tanzanie, parce que c'est un pays qui est peu peuplé, c'est un pays qui a d'immenses potentialités,
C'est un pays qui a été ruiné par le socialisme, l'expérience Nyerere l'a tué, mais le pays renaît doucement. La Tanzanie, qui est sur un projet tout à fait intéressant, qui est d'aménagement de son centre et son centre-ouest, c'est-à-dire toute la partie qui est au sud de la réserve du Selous et qui va vers le lac Tanganyika. Et le grand projet de désenclavement vers le sud pourrait, dans une certaine mesure, faire basculer tous les minerais, l'exportation des minerais et du Copperbelt et du Katanga, par cette voie d'extraction, ce qui fait que la Tanzanie serait le poumon oriental vers l'océan Indien de toutes ces richesses enclavées du Congo. Le problème de la Tanzanie, c'est un problème politico-religieux, dans la mesure où la Tanzanie est un pays à grande majorité chrétienne, et Zanzibar est musulman. Donc il y a un problème politico-religieux qui se pose à ce niveau-là. C'est le risque. Pour le reste, des potentialités. Autre pays à forte potentialité, en dépit de la crise, c'est l'Afrique du Sud. Parce que l'Afrique du Sud va très très mal, très très mal. L'Afrique du Sud s'enfonce d'année en année. L'économie globale, alors cela, vous voyez, le contraire de ce que je présentais tout à l'heure, là je suis dans les pays qui sont les moins performants. L'Afrique du Sud fait partie des 5 pays les moins performants, donc dans l'objectif du millénium. Et d'année en année, les statistiques globales sont de plus en plus mauvaises pour l'Afrique du Sud. Mais là aussi, c'est un miroir aux alouettes. D'un côté, du côté positif, il y avait miroir aux alouettes, et du côté négatif aussi, parce que si l'Afrique du Sud, macroéconomiquement, s'effondre, l'Afrique du Sud a des secteurs de pointe qui sont ultra performants, des secteurs de pointe, et elle est même leader dans un certain nombre d'éléments. Ce qui fait que là encore, l'on peut investir en Afrique du Sud, mais pas n'importe où. Par exemple, il n'est pas le moment d'investir à long terme sur l'agriculture, car on ne sait pas du tout s'il ne va pas y avoir une réforme agraire comme au Zimbabwe. Mais en revanche, dans certains secteurs de pointe d'industrie électronique, pharmaceutique, etc., l'on peut investir. Alors l'Angola a sa guerre derrière 15 ans de guerre, le pays a été saigné, mais je ne vois pas de problèmes ethniques se reposer d'une manière prégnante dans les années à venir, parce que l'Angola a donné, ils ont été saignés par cette guerre civile entre le MPLA et l'UNITA. L'Angola a un autre gros avantage, c'est qu'il dispose d'une élite métisse, qui est excessivement entreprenante, excessivement compétente et qui tient l'économie du pays. Alors, le problème de l'Angola, c'est un problème, j'allais dire, qui n'est plus tellement ethnique, mais qui est politique dans la mesure où c'est la même équipe qui est au pouvoir depuis plus de 20 ans, corruption, etc. Mais l'Angola offre de très grandes potentialités. Là encore, il ne faut pas avancer les yeux fermés, il faut savoir où mettre les pieds. Alors le Mozambique est plus fragile parce que son problème de guerre civile est réglé, mais les braises ne sont pas totalement éteintes avec le Renamo. Dans les deux cas, et la corruption qui est absolument dantesque au Mozambique, dans les deux cas, nous avons des potentialités. Là, dans cette Afrique lusophone, nous avons d'énormes potentialités. Il faut partir de l'idée qu'en dehors des pays qui sont véritablement en crise, comme la Libye, le Nigeria, 5 ou 6 pays dans lesquels il ne faut pas aller parce que c'est un état de guerre, quasiment partout ailleurs l'on peut investir, mais à condition de bien évaluer le rapport risque et bien évaluer le secteur dans lequel on peut investir. Et démarche que ne font pas les économistes français. Les anglo-saxons le font.